Yes, we can. Je vous demande de vous arrêter. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, vous êtes au bon endroit, au bon moment pendant le 20h sur France 3 Corse via Stella, évidemment. En Italie, dans la ville de Gorino, la crise des réfugiés a une fois de plus clivé la société. Apprenant que 12 demandeuses d'asile et leurs enfants étaient sur le point d'arriver pour être logés dans leur village, quelques dizaines d'habitants ont érigé des barricades. L'Italie a peur et la peur pousse à l'exclusion de l'autre dans une période d'incertitude sociale, culturelle, économique et sécuritaire. La crise des réfugiés est une crise humanitaire et politique et l'Union européenne doit enfin s'investir pleinement dans sa résolution et en finir avec les discours d'intention. Les titres de votre 20h. Primaire, modèle démocratique ou arme de division interne, nous en débattons avec les journalistes Marie-Josée Harry-Guilandine et Sébastien Pisani, comédien amoureux de théâtre Jean-François Perronne et l'invité événement de votre 20h. Bonsoir mon cher Jean-François, invité événement, bienvenue. Cher ami, je vous en prie, installez-vous. Comment ça va? C'est celle-ci, en face de moi. Juste en face de moi, Jean-François. Oh là là! Comment ça va? C'est pas la première fois. Non, c'est pas la première fois. Il y avait beaucoup de livres avant. Avant, il y avait plein de livres. Vous étiez un télo et tout. Maintenant, c'est la débâcle. Ouf. Moi, un télo. Ah là là, ça me plaît plus. J'ai plus de lunettes, moi, tout. Plus rien. Comment ça va? Bien. Ouais, ça a et l'air, au bout, en ça a l'air pleine d'aller forme. bien, hein? Oui, ça va bien. En pleine Très forme. très bien, très très bien. Une actualité riche de projets pour vous. Il y a du théâtre, des projets de cinéma. Et justement, j'ai souhaité vous inviter, mon cher Jean-François, pour évoquer un projet cinématographique très important. Vous travaillez actuellement avec Miguel D'Onofrio à l'adaptation de la bande dessinée de Frédéric Bertocchine et Michel Espinosa, Aléria 1975, paru aux éditions DCL. C'est un sujet et un projet qui vous tient fortement à cœur, très cher ami. C'est vrai, c'est un projet à cœur parce que déjà j'ai rencontré Miguel D'Onofrio sur le tournage. J'ai aidé ce jeune étudiant à l'Université de Corse pour faire son premier court-métrage pour son examen de passage de fin d'année, et Tout in Casa Comune. Et j'ai aimé ce jeune parce qu'il a eu un regard très particulier. Il a une façon de filmer et de prendre les gens qui m'ont rappelé une époque d'un certain cinéma. Et pourtant, c'est le plus jeune d'entre nous. Donc, et avec Frédéric Bertocchine, avec qui j'avais fait une émission sur Alta Frequenza, il me fait lire la BD, il me la dédicace et tout. Je lis la BD et je dis « Oh Fred, là, on a quasiment les dialogues. Si on arrive à mettre ça en scénario, moi je connais un jeune, il est motivé. Et puis en histoire de la Corse, Miguel, oui, c'est son dada, c'est le top. Je dis « Bon, on s'est réunis tous les trois, on s'est dit « Allez, on y va, on part en écriture. » Alors moi, je gère plus la mise en scène de l'écriture parce que c'est plus mon domaine. Les dialogues, même tout ce qui s'est dit, Miguel est reparti à la pêche en interviewant tous ceux qui ont participé, hein, un par un, et il les a tous rencontrés, plus les dialogues de Frédéric Bertocchine qui étaient déjà placés. On a réussi à faire une première version de scénario, mais on est déjà presque à la fin de la deuxième version, avec des corrections. Mais bon, là, on s'aperçoit que ça devient un projet important, long et très conséquent. On a pour l'instant 2h30 de film. Oui, vous m'avez fait l'amitié, vous m'avez permis de lire en tout cas le scénario. Qui n'est pas le dernier, l'abouti, qui n'est pas la dernière version, mais qui vraiment l'écriture ciselée. Vraiment un petit bijou, je ne dis pas ça parce que vous êtes là et parce que nous sommes amis. Un peu quand même. Non, mais où ça en est là? Parce que, voilà, je le dis, j'ai souhaité vous recevoir parce qu'il faut appuyer aussi ce projet. Alors, il faut appuyer ce projet. Nous, où on en est, on va... j'ai donné en lecture à plusieurs productions. Il y en a une qui avait l'air très emballée et j'attends une réponse dans les jours qui suivent, là. S'ils mettent en production, eux, après, soit ils achètent le film et le scénario et on n'a aucun droit dessus, mais ça, on ne le veut pas. C'est pour ça qu'on va essayer de lancer, nous, avec ma petite boîte de production, un crowdfunding. Crowdfunding. Voilà.
Bedo. Vous êtes là. On appelle ça aussi. Vous êtes là pour ça aussi. L'aide participative. L'aide participative. Voilà, c'est mieux. Il faudra inventer en Corse, Oui, comme on va le dire. chercher, il faudra chercher. Tu as demandé comme vous dites. Et comme ça, on va essayer de lancer ça pour que, justement, on n'arrive pas les mains vides et qu'on puisse négocier que Miguel ait un rôle dans la réalisation et qu'on ait, nous aussi, un petit choix sur le casting, parce qu'on hors de question de faire un film comme ça et de mettre un peu n'importe qui. Voilà. Alors, la BD a un parti pris narratif très fort. On se tourne directement, on est dans le quotidien des assiégés. Vous le gardez, ça, dans le film. La notion de huis clos, elle est primordiale. Il faut en même lire. temps, c'est tout ce qu'on connaît de l'histoire. C'est exactement. On n'a C'est pas de ce réussi point de vue-là. d'avoir de renseignements, point de vue. On a essayé d'avoir des Vous interpréteriez quel rôle? Alors, avant, ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire un peu de yaourt nature pendant 10 mois. Avant, j'étais censé prendre le rôle de Piero Sousi. C'est celui qui prend la balle dans le pied. Mais là, ça va être un peu dur. Quand je vois les photos maintenant, je dis, je sais pas. Vous verrez, on est un peu trop vieux tous, tant qu'on est maintenant pour jouer dedans. Parce qu'à l'époque. C'est du cinéma, même si ça. C'est vrai. On n'est pas obligé de coller, mais on a déjà une petite idée de distribution. Allez, rien, 1975. J'espère que nous aurons l'occasion d'en parler. Et surtout, aidez-nous à le faire. Oui. Si plus vous nous aidez à avoir un fond, une base de départ, et plus nous, on pourra négocier à ce que ça soit que des Corses qui jouent, réalisés ou co-réalisés avec Miguel, qui, lui, est intraitable sur ce qui s'est passé. Et il les a vraiment tous rencontrés un par un, interviewés et parlé avec eux. Et d'ailleurs, dans le scénario, ce qu'on veut faire ressortir, c'est leur humour au quotidien. Comment ils ont pris la chose avec une simplicité et un quotidien. C'était extraordinaire. Nous évoquerons tous ces projets et continuerons à donner des informations sur l'évolution de ce projet cinématographique sur notre page Facebook. Vous allez pouvoir aller également sur la page de Jean-François. Il y aura toutes les informations. Je dis ça, Jean-François. Et on vous oblige à le faire. Et il y a la page Facebook. Et il y a la page Facebook. Aléria 1975, le film. Autre actualité, Le Clan. Le Clan. La pièce écrite et mise en scène par Eric Fraticelli avec notamment Corti. Et c'est au théâtre de Denis Paris. Brachin et Aurélia Decker. Et c'est au théâtre de Paris, rue Blanche. Dans la rue du théâtre. Voilà. Et écoutez, on m'a fait cette proposition il n'y a pas très longtemps. J'y croyais pas. Je dis, tu te fous de ma gueule. Non, sérieux, lis. D'abord, lis, après on verra. J'ai fini de lire, il m'a dit, voilà, pour toi, le rôle d'Achille, ça te dit ou quoi? Je dis, tu es sûr? Au début, j'ai cru qu'il m'a gagné. On va raconter l'histoire. Ah oui, si vous voulez, on fait le pitch. Si 30 secondes. Allez. Je ne sais pas combien de trucs je peux dire. Alors, le pitch le parce plus qu'il y a simple... un mystère aussi autour de la pièce. Le pitch le plus simple, c'est ça. 4 Corses d'origine, au moins, sur Paris, qui doivent faire un gros coup et gagner un peu d'argent, le ratent complètement. Et pour se refaire, et pour se renflouer un petit peu, ils décident de kidnapper une star, voilà. C'est tout ce que je peux dire. Voilà, mais là, on va le découvrir. Mais là, voilà. C'est un plaisir pour vous, j'imagine, d'être réunis avec ce clan-là, François. Oui, avec Corti, Denis Brachin, qui faisait aussi un des flics dans Mafioso, et Eric, et Aurélia Decker, vraiment, une comédienne, avec un humour fou. Elle fait plein de... Sur YouTube, on la trouve tout de suite. Vous voyez ce qu'elle fait, elle provoque tout le monde, dans la rue, de partout. Le Clan, on va se régaler. Ça aussi, c'est une belle actualité. À l'affiche, à mi-janvier jusqu'à fin avril. Et on aura l'occasion, certainement, de le voir en Corse. Et j'espère à la tournée, au moment de la tournée. Normalement, ça devrait se faire. L'autre actualité, le théâtre, on le sait, c'est quelque chose d'important pour vous. Il y a ce festival à Porto Vecchio dans plusieurs mois. On aura l'occasion d'y revenir. Oui, au mois d'avril. Toujours le dernier week-end d'avril. On attend toujours les propositions des compagnies. On attend aussi comment on va être aidé par rapport avec la région qui est d'accord pour nous aider. Oui, qui suit le bien sûr, qui nous soutient. Mais on va voir... Et la ville de Porto Vecchio, et on va voir sous quelle forme et comment, jusqu'où on va pouvoir dépenser. Et nous, ce qu'il nous faut, c'est le montant à la fin
Qu'est-ce qu'on peut dépenser? Et vous envisagez déjà la programmation dès maintenant? Oui, ça y est, moi je l'ai quasiment toute, mais bon, je ne peux rien révéler. J'espère pouvoir avoir ce que j'ai envie. Là. Et ça va venir de tous les côtés. Et, Jean-François, théâtre, cinéma, l'organisation de ce festival de Porto Vecchio qui vous tient à cœur. Et le théâtre. Le théâtre. Et Iccia-Tiaronne, qu'est-ce qui vous manque là, Jean-François? Ah, des kilos. J'ai tout perdu. Non, ça ne me manque rien, juste un peu de temps. Il met un peu de temps, hein, la nuit. Là, il faut que j'apprenne le texte. C'est ce qui me manque le plus, c'est le temps pour apprendre le texte. Oh là là, c'est dur. Hein. Il faut que je m'y remette. Ça fait 5 ans que j'ai fait des mises en scène ou des textes de cinéma. Et là, je me suis remis d'un coup au texte de théâtre. Il faut tout savoir au rasoir, à la seconde. Il faut... Oh là là, c'est plus dur. Merci beaucoup, mon cher ami, d'avoir c'est moi qui vous remercie, cette invitation, d'avoir bavardé avec moi sur tous vos projets. Nous y reviendrons, évidemment. Et vous voulez. je vais vous faire la bise, Jean-François. Allez. Volontiers. On est à la télé, c'est la bise du showbiz. C'est comme ça que ça se passe. Non, la bise d'amitié. Merci, Jeff. Après, bon, je quitte les rangs, oui, les bancs sur de la gauche, l'université. oui. Je peux vous prendre une petite bougie? Non, ça, on va le laisser parce que c'est pour la mise en scène. Et mon portable. Il ne faut pas fumer sur les plateaux. Jean-François, on laisse. Bon, allez, ciao. Tous les soirs, elle essaye de décrypter la communication politique. En tout cas, nous essayons de nouer ce lien-là sur la politique. La séduction en politique, est-ce une histoire de rupture? Nous en parlons avec Inès Moratti. Salut, ma chère Inès, comment vas-tu? Très bien, merci. Jean-François t'embrasse. Il m'a dit de le dire dans les coulisses avant que vous vous croisiez. Enfin, très bien. Alors, tu as décidé de nous parler de séduction, un art délicat mais terriblement dominant dans le rapport du politique et du citoyen. C'est ça. D'abord, la fameuse bougie. Voilà. Est-ce que tu peux l'allumer pour nous mettre dans l'ambiance? On va l'allumer délicatement. C'est-à-dire que tu veux que je montrer la fasse un peu preuve de séduction ou tu vas faire preuve de séduction avec À moi? ton avis, qu'est-ce que tu as sur ton les texte? yeux dans les yeux, je vous regarde. Non, mais en fait, on est censé... C'est pas moi qui suis censée rougir. Donc, oui, tu as donc des gouvernants et aspirants qui n'ont pas froid aux yeux lorsqu'il s'agit de satisfaire leurs ambitions. Certains passent donc allègrement de spin doctors en chirurgiens. Je pense là par exemple à la plastique affolante de Berlusconi. On se serre la ceinture aussi, histoire de faire bonne impression au premier rendez-vous, avant de se lâcher sur le dessert une fois l'affaire consommée. Et lorsque l'on veut pécho du jeune dans l'isoloir, pécho du jeune dans l'isoloir, on ne recule devant rien, on met le paquet, on essaie d'être cool. Évidemment, ces tentatives se soldent très souvent par un râteau. Donc, petit guide pour courtiser les lecteurs. On descend de son piédestal, on affiche un sourire accessible et on répond à tout ce que vous dira l'autre par un « moi ». Pareil, je savais que ça allait vous plaire, même pas besoin de faire semblant de s'intéresser à son interlocuteur. Illustration. Donc, Philippe, oui. Est-ce que des fois, ça t'arrive quand tu es tout seul de faire tes courses toi-même? Ça m'arrive. Oui, je fais retomber l'ambiance. C'est ça. Est-ce que ça C'est les t'arrive? courses. Ça m'arrive, oui. Arrête, moi aussi. Bon, ok, c'est pas vraiment, c'est pas vraiment un argument pour pouvoir s'engager sur 5 ans, mais comme nous l'a montré Juppé, ça peut faire la blague. Oui, ça peut faire la blague, même si Juppé aurait dû faire la blague sur d'autres domaines. Alors, autre terrain de chasse, justement, les réseaux sociaux et pour une drague en version dématérialisée. Et là, peut-être qu'il n'y a pas de bougie, hein. C'est ça, sur Twitter, comme ailleurs, les politiques sont très généreux en effet d'annonce. Retrouvez-moi en meeting demain ou encore écoutez-moi passer à la casserole chez Monsieur Bourdin. Il fait chaud subitement, non ? En fait, non. Vu que le copier-coller d'agenda n'emballe pas assez sur Twitter, le politique n'hésite pas à pimenter tout ça, vite fait quand même, en glissant quelques mots doux, clin d'œil appuyé à la ménagère. Enfin, il y en a un qui n'était pas mauvais sur ce terrain-là, concluait plutôt bien. C'est Obama qui roucoulait pour sa réélection d'un « 4 more years », traduction instantanée. 4 ans de plus. Voilà, muy bien.
Et donc, il postait une photo de lui et de Michel enlacés dans les bras l'un de l'autre. Au final, c'est un message qui a même tenu longtemps le record du plus retweeté. Alors, appâter en couple, c'est une idée, mais certains préfèrent la douche froide pour faire grimper la température. À l'instar de Matteo Renzi, l'un des premiers chefs de gouvernement à avoir participé au Ice Bucket Challenge. Craquons donc pour son grand cœur et son petit short bleu ciel des plus saillants. Et qui a fait la une du magazine Rolling Stone, le Rolling Stone italien. D'ailleurs, en parlant de style, on peut noter que les hommes politiques soignent leur look, certes, mais vraiment sur la tenue de gala, parfois... C'est plus ça. Lincoln le disait, quand on veut passionner les foules, il faut d'abord parler à leurs yeux. Alors, on y va sur le symbole. Obama est en costard, certes, mais boude le caviar, profit d'un burger devant l'objectif. On garde aussi un souvenir très ému de la libération capillaire de NKM ou de la marinière de Montebourg. On l'aura compris, pour se démarquer dans la masse, il faut maintenant jouer sur son côté décalé. Mais tiens, comme Juppé, le maire de Bordeaux s'affichait en une des Inrocks, réajustant son col avant de rejoindre ses groupies en boîte, probablement, puisque l'hebdomadaire titrait sur la Juppé-mania, avant quand même de demander en dessous, en douce aux copines, pour se rassurer si après tout, ce n'était pas le moins pire d'entre eux. Il n'y a pas eu la Fillon-mania pour le moment. Enfin, il n'y a pas eu de titre sur ce sujet-là. La relation politique-citoyen, ça ne tiendrait pas un peu du très, très, très vieux couple, finalement. Voilà, on soupire devant l'album de souvenirs. Chirac, c'est vrai qu'on t'avait pris la main dans le sac avec cette petite incartade sur les emplois fictifs, mais visiblement, c'est pardonné, on ne retient que les meilleurs moments. La politique à la grand-papa, c'était peut-être le bon temps, mais on se prend quand même à rêver en secret d'un troisième homme, un qui viendrait tout bousculer sur son cheval blanc. En attendant, aux États-Unis, on s'encanaille avec du Trump. C'est pas joli, et on a un petit peu honte le lendemain matin, mais dans un élan de désespoir. Et puis surtout, on lorgne sur les romances naissantes. Si les démocraties occidentales semblent avoir perdu la flamme, les peuples d'Orient nous rappellent combien on peut la désirer, cette démocratie, au péril de sa vie. Bon, même si nous, au final, ça ne tient que par la force de l'habitude, au fond, on le savait, on avait vibré devant ce printemps arabe, mais en général, on le sait, les histoires d'amour, ça finit mal. Les histoires d'amour finissent mal en général. J'espère que la nôtre ne finira pas mal, ma chère Inès. Dans les yeux, je te le demande. Et je te rends ta C'est pas étonnant. Merci beaucoup. Je t'en prie. Le débat du soir, les primaires, modèles démocratiques ou armes de division interne. Nous en débattons, nous en parlons avec deux journalistes, Marie-Joseph Arrigui-Landine et Sébastien Pisagne. Ça va être un débat rapide, court, intense, musclé, je l'espère. C'est meilleur que ça. Primaire, modèle démocratique ou arme de division interne. L'élection présidentielle française de 2017 est la première à être précédée d'autant d'élections primaires dites ouvertes. Concernant la primaire de la droite et du centre, elle a rassemblé près de 4 millions de votants, autant de téléspectateurs dans les débats, deux finalistes, Fillon, Juppé. D'ailleurs, ce soir, il y a un débat entre les deux. Mais au-delà de l'intérêt suscité dans l'immédiat, cela va-t-il laisser des traces? C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Finalement, est-ce que c'est une arme utilisable dans la Ve République telle que l'a voulu le général de Gaulle, Sébastien? Ouh là là, les références, le général de Gaulle. Alors, vous savez que le général de Gaulle, c'était pas nécessairement, en tout cas à l'origine, quelqu'un qui appréciait particulièrement les partis. Il s'en défiait, Au-dessus des partis. Si ensuite, c'est l'essence de la Ve République. Même d'ailleurs. si ensuite, effectivement, le RPF a été un outil bien utile, et d'ailleurs a assis l'image du parti présidentiel qu'on a retrouvé par la suite. Non, certainement. Bien sûr que ce n'était pas prévu à l'origine, c'est cet exercice de la primaire. Maintenant, je trouve quand même que, pour moi, c'est pas si anachronique, décalé que ça. À partir du moment, comme je vous le dis, le général était quand même dans l'idée, il faut réussir à faire émerger l'homme. Et il y est question de l'homme à travers la primaire. Alors, arme de division interne ou outil terriblement démocratique? Moi, démocratique, oui, la voix du peuple, mais pourquoi pas? Mais non, je pense que ça va laisser des traces et donc c'est vraiment une arme de division. Enfin, c'est vraiment une arme de division, oui, exactement. Et donc avant, en interne, dans les partis, ça n'avait pas, pas de division. Si, il y a des divisions, c'est publicisé, une évidence. Mais là, fait. dans la mesure où vous êtes obligé, pendant tous les débats, de dire exactement les différences qu'il y a entre vous, parce que quand vous faites un débat pour la présidentielle, évidemment, il y a aussi ce type de débat. Mais vous êtes en face de partis différents des vôtres. Donc, évidemment,
vous êtes en train de défendre les grandes idées de votre parti. Alors que là, le socle est commun. Donc il faut vraiment qu'il pinaille sur des détails, et puis vraiment, un peu pinailler quand même. Y a-t-il que des détails? Il suffit de prendre la primaire actuelle de la droite et du centre. Il n'y a pas que des détails d'un programme à l'autre. Non, il n'y a pas que des détails. Mais du coup, il faut peut-être s'affirmer un peu trop, plus libéral, plus progressiste, plus social, moins social, etc. Et ça laisse quand même des traces. Moi, j'ai l'impression qu'en plus, c'est quand même une campagne. Il y a des petites phrases désagréables, il y a des petites piques désagréables. Et du coup, après, on se dit, mais comment vont-ils se réconcilier? Et c'est le problème. Comment vont-ils se réconcilier? Ça a bien marché pour la gauche en 2012. Oui, il y a eu la primaire ouverte. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a donné aussi envie à la droite d'organiser sa propre primaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, c'était 3 millions de votants. Ça avait catapulté Sauf que c'est Hollande. pas dans l'esprit. Excusez-moi, je vais vous couper, ce n'est pas dans l'esprit de la droite la plus bonapartiste où le chef doit Enfin, émerger. le chef, en 2012, qu'est-ce qui lui est arrivé, Nicolas Sarkozy? Je veux dire, l'image du chef en avait pris un coup sérieux. Et puis, encore une fois, la droite a bien vu que quand même Hollande est arrivé à l'élection présidentielle en 2012 fort de cette énorme image qu'il avait acquis au détour de sa victoire aux primaires. Il y a même un Premier ministre actuel qui faisait 5% lors des primaires, Manuel Valls. La primaire, justement, nous l'avons dit, en Corse, a-t-elle laissé des traces? C'est encore un peu tôt peut-être pour le dire. En tout cas, oui, on va voir comment les gens vont se réunir, se réconcilier et se regrouper derrière des candidats. Vous savez qu'en Corse, la droite a souvent été divisée. Et ça donne un supplément de division à peut-être division existante. Regardons à Ajaccio. Les élections du conseil départemental, c'est là où il faut remonter parce que finalement les divisions, elles ne sont pas liées à la primaire. Donc, effectivement, non, mais est-ce que ça ne va pas les accentuer ? Peut-être d'une certaine manière. En tout cas, la ligne de faille, elle est d'autant plus nette. Ça, c'est évident. Mais je crois, regardez, là, il y a finalement les ralliements qui se font. Je pense qu'effectivement, pour Laurent Marcangeli, en particulier, qui a défendu Juppé, les résultats sont très durs. Mais je pense que lui-même doit les relativiser pas mal, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que les gens ont d'abord voté. C'est une élection nationale, donc ce sont d'autres ressorts qui sont en jeu. Et par contre, à mon sens, c'est pas une grande surprise que Sarkozy, d'ailleurs, se soit imposé si magistralement en Corse. Alors, est-ce que, selon vous, la primaire ne renforce pas l'idée qu'il s'agit de désigner un homme d'un parti, la présidentielle? Je vais revenir à ce que disaient Debré et le général de Gaulle, mais c'est un homme au-dessus des partis. Est-ce que là, un homme qui doit rencontrer le peuple, un homme qui doit rencontrer la France, c'est ce que disait le général de Gaulle, est-ce que là, finalement, on ne se retrouve pas face à quelqu'un qui est juste un homme de parti? Vous ne croyez pas alors que dans ce cas-là, Nicolas Sarkozy aurait dû s'imposer? C'était quand même lui. Je ne sais pas. Non, mais c'était lui le patron de l'UMP avant de se lancer dans la bataille. Est-ce que c'est finalement tant que ça l'homme du parti qui Mais il est sûr aussi que les partis ont eu quand même très peur. Quand on regarde un petit peu le nombre de candidats aux élections présidentielles, en général, c'est aussi entre 9, 10, 12 rarement. Et c'est vrai qu'en 2002, il y avait quand même 16 candidats. Et les 16 candidats, donc les Verts, les droites, etc., a divisé en fait le nombre de candidats au premier tour des présidentielles. On a eu le résultat qu'on a eu. Donc du coup, il semble Vous pouvez le rappeler. C'était les socialistes, enfin Jospin a été éliminé dès le premier tour. On s'est retrouvé avec Jean-Marie Le Pen face à Jacques Chirac. Donc on a l'impression que effectivement c'est une date un petit peu qui historique et que c'est pour ça que maintenant on ne veut plus qu'il y ait 2 candidats verts, 2 candidats de droite, 2 candidats de gauche. Enfin voilà, pour éviter cette. Ça a été l'accélérateur de l'organisation de primaires en France. Le risque du Front National au premier. En 2007, il y avait déjà des primaires au Parti socialiste, mais c'était des primaires fermées. Ségolène Royal avait gagné. C'était pas des primaires ouvertes. Voilà, mais après, donc, le choc de 2002. Après le choc de 2002, en effet. C'est la manière dont les partis, en fait, s'organisent en amont même du premier tour pour éviter que le Front National, c'est ça qui a accéléré les choses au niveau de la primaire, des primaires en France, que le Front National s'impose et soit présent au second tour. En tout cas, une chose qui est certaine, qui va peut-être vous réunir, c'est que c'est une formidable machine de guerre de communication. Il vampirise l'ensemble des médias, comme nous en parlons nous également. Et notamment pour le camp de l'opposition. Exactement. Qui va aussi organiser sa primaire avec peut-être la présence du président sortant, ce qui serait quand même quelque chose d'unique en France. Ça, qui n'arriverait peut-être pas à droite. Si Fillon est effectivement président, autant il n'y aura pas de primaire à droite, c'est dans leur statut. Allez, les 40 secondes pour résumer votre pensée, donner vos arguments, primaire, modèle démocratique ou arme de division interne. Marie-Jo.
Écoutez, je crois que François Fillon a dit très récemment c'est une compétition, ça ne doit pas être une guerre. Et je pense que cette petite formule résume assez bien ce que deviennent les choses. Ça devient très vite une guerre, effectivement. Et quand c'est une guerre avec, je vous le disais, des coups bas, des informations assez désagréables, ce qui est en train d'ailleurs de se passer, c'est en train de s'amorcer dans ce sens-là, je pense que ça laisse des traces. Ce qui fait qu'ensuite, c'est vrai qu'on a un homme qui représente le parti, on est d'accord, mais est-ce que derrière, les électeurs qui se sont mobilisés pour soutenir leur candidat vont être vraiment convaincus pour aller voter pour quelqu'un contre qui ils se sont battus pendant... C'est pas évident. Regardez, les Américains, ça a quand même laissé aussi des séquelles. Et est-ce qu'Hillary Clinton, face à Bernie Sanders, elle l'a pas payé plus tard? Ouais, c'est fort probable, même si c'est vraiment dans la culture... Les primaires, c'est vraiment dans la culture américaine. Et dans leur constitution. Et dans leur voilà, constitution, que nous, c'est effet. pas du tout dans nos Exactement. règles. Sébastien, primaire, modèle démocratique aux armes de division interne. Bienvenue dans la démocratie d'opinion. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment là-dedans. À partir du moment où on s'est extrait de la logique où chaque parti faisait émerger son candidat, on permet désormais à l'ensemble de la population qui se reconnaît quand même un minimum d'une sensibilité liée en l'occurrence là dernièrement à la famille de droite, eh bien de s'exprimer. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus collectif. Les gens peuvent avoir la sensation d'être davantage impliqués. Maintenant, je me pose quand même des questions sur l'exercice démocratique. On va multiplier les primaires, semble difficile de revenir désormais en arrière, ce qui veut dire que les électeurs sont de plus en plus sollicités. Ça pose même la question de l'intérêt de garder finalement un premier tour à l'élection présidentielle française. On a parlé des primaires de la droite et du centre. Il y a eu aussi les primaires des Verts, Yves Jadot. Bien sûr. Merci beaucoup d'avoir débattu et je vous retrouve très vite. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 3 Corse Viastel évidemment pour Foot et Bast. Et je vous dis à demain, même lieu, même heure, pendant le 20h.